S'il est bien une constante depuis l'avènement des vacances pour tous dans les années 1930, l'encombrement des voies de circulation pendant le court moment des transhumances estivales, tout d'abord le train puis les autoroutes, est une contrainte dont nous nous passerions bien. De nombreux grincheux y voient une contrainte et un risque inconsidéré pour les utilisateurs de voitures électriques. Mais qu'en est-il vraiment ? Tout le monde sait qu'une voiture électrique, aussi performante et efficiente soit-elle, est loin d'avoir l'autonomie d'une voiture thermique équivalente. Et pour le coup, c'est bien une réalité. Cela est dû à la densité énergétique nettement plus basse pour une batterie que pour un réservoir de carburant plein. 1 kg de batterie contient de 100 à 200 Wh au niveau de son pack complet. Les cellules ont une densité représentant le double de ces valeurs, mais l'intégration dans le pack, la gestion thermique et les structures nécessaires à la rigidité, à la sécurité et au fonctionnement grèvent ces densités. 1 kg de carburant, par contre, contient beaucoup plus d'énergie. 1 kg d'essence contient 41 mégajoules par kilo, qui converti en kWh donne 11,4 kWh par kilo. Pour le gasoil, c'est un tout petit peu plus avec 11,9 kWh par kilo. Sachant qu'une automobile classique contient entre 30 et 50 litres de carburant, les réservoirs ayant été revus à la baisse ces dernières années pour réduire les émissions de CO2 lors des tests d'homologation, une auto thermique dispose d'une réserve de 275 à 475 kWh de réserve d'énergie, contre de 22 à 100 kWh pour une voiture électrique. On comprend alors la crainte des détracteurs des voitures électriques. Enfin, si on décide de ne pas aller voir plus loin que le bout de son nez. En premier lieu, il faut avoir à l'esprit qu'une automobile électrique est bien plus efficiente qu'une voiture thermique. Si elles avaient des consommations identiques, leurs autonomies seraient bien différentes. Avec la consommation d'une thermique consommant 5 litres au 100, une Tesla Model S de 100 kWh ferait péniblement 168 km. Une Renault Talisman diesel au réservoir de 50 litres pourrait parcourir près de 3000 km avec un plein si elle consommait la même quantité d'énergie qu'une Tesla Model 3 propulsion en cycle mixte. Enfin ça, c'est dans des conditions idéales. S'il fait chaud, et c'est bien souvent le cas lors des chassés-croisés d'été, la clim est alors mise à rude épreuve. Dans une voiture thermique, toutes les fonctions ou presque sont alimentées par l'énergie produite par le moteur thermique. Même dans certaines hybrides rechargeables, mettre la clim empêche d'activer le mode tout électrique. Une voiture thermique consomme entre 0,75 et 1,9 litres à l'heure au ralenti s'il n'entraîne rien. Avec la clim, on passe de 1 à 3 litres à l'heure en fonction de la voiture. Sous une chaleur caniculaire, une auto thermique pourra tenir au mieux 30 heures. C'est relativement suffisant dans nos régions dites civilisées. Un bouchon de 30 heures aurait déjà provoqué un plan d'intervention des autorités. Mais un réservoir est rarement plein dans une telle situation. Imaginons que vous soyez dans votre bouchon avec un quart du réservoir seulement. On aura alors au mieux 7h30 de clim pour rafraîchir nos passagers. En règle générale, ça suffit largement encore une fois dans nos contrées. Et la voiture électrique alors ? Disposant d'une capacité énergétique moindre par rapport à la voiture à combustion interne, les systèmes de gestion thermique sont forcément optimisés. Le compresseur de clim est par exemple lui aussi électrique et consomme entre 0,5 et 3 kWh par heure de fonctionnement. La première valeur étant entendue pour un maintien de température et la seconde pour atteindre cette température. En maintien de température, une Twingo de 22 kWh aura 44 heures d'autonomie, ou 11 heures avec 25% de batterie restante. Du coup, pour l'été, c'est plié, c'est même mieux que la voiture thermique. Pourtant, si en été il est facile de couper la clim et d'ouvrir les fenêtres pour ne rien consommer dans les bouchons, il n'en est pas de même en hiver. Là, le chauffage est primordial, et parfois même vital. La voiture thermique étant dépendante de son moteur à combustion interne pour produire de la chaleur pour l'habitacle, elle est à nouveau très défavorisée. On fait fonctionner à perte un système chargé de propulser l'auto tout en rejetant une grande partie de la précieuse chaleur dans l'environnement. La voiture électrique, par contre, devra elle aussi consommer de l'énergie, mais son moteur de propulsion ne consommera rien. Pour produire de la chaleur, une voiture électrique peut se baser sur deux systèmes, les résistances ou la pompe à chaleur. Dans le premier cas, la consommation lors de la montée en température peut atteindre les 12 kW, tandis que le maintien n'en consomme que 2. Dans le cas de la pompe à chaleur, on peut diviser ces valeurs par 2 au moins.
Donc là où notre auto consommant 0,75 litres à l'heure et au réservoir contenant 50 litres pourra tenir 67 heures, une voiture électrique disposant d'une batterie de 100 kWh avec une pompe à chaleur en tiendra 100. Même à 25% de charge, les deux autos s'en tirent largement pour supporter de longues heures d'attente en plein hiver. Même une Twingo tiendra 5h30 à 25% de charge. Mais bon, théorie, me diront les grincheux. Eh bien non. Certains ont décidé de mettre ces théories à l'épreuve et ils ont les conditions idéales pour le faire. J'ai nommé nos amis canadiens. Le blog roulerélectrique.com relate les tests qu'ils ont effectués avec une Spark EV et un Hyundai Kona 64 kWh. C'est édifiant et je vous invite à aller lire l'article, d'autant plus qu'on parle là de température négative sous les moins 11 degrés, dans des conditions venteuses. Je vous mets le lien en description. Enfin, et ce sera le dernier écueil que nous opposent les anti-électriques, l'argument ultime est de dire qu'on pourra plus facilement refaire le plein des thermiques qu'un nombre important de voitures électriques dans un tel cas. En cas d'embouteillage massif durant de nombreuses heures, des camions-citernes pourraient distribuer du carburant. Mais seulement avec des bidons, car remonter les fils serait impossible sur les routes des stations par exemple. À destination, les stations seraient prises d'assaut et nul doute que les cuves seraient vides en un rien de temps sans moyen rapide de les réapprovisionner si les routes sont coupées. Pour les électriques, des groupes électrogènes à haute puissance et des lignes d'alimentation en courant disposées le long du bouchon avec des prises domestiques pourraient être déployées. Les voitures seraient alors alimentées directement dans le bouchon. À destination, tout le monde pourrait charger sur les prises du réseau en prenant le temps des vacances pour repartir sereinement avec des batteries bien remplies. Donc au final, plutôt thermique ou électrique dans les bouchons? Personnellement, je me sens plus en sécurité dans la seconde, surtout si on prend soin de recharger avant de monter en station ou d'entrer dans une zone qu'on sait encombrer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.